Peut-on évaluer, quantifier, chiffrer la valeur et l'efficacité de l'intelligence collective? Certains ont bien entendu émis des critiques sur la manière de reconnaître les apports de chacun au groupe et les bénéfices, soit individuels, soit collectifs. Mais il existe des recherches intéressantes, comme celle de Woolley et ses collègues qui ont publié dans Science en 2010 un article qui met en évidence une quantification de la suprématie de l'intelligence collective sur l'intelligence individuelle. Mais ces analyses sont souvent très complexes car de multiples facteurs sont impliqués dans ce processus de construction collaboratif. Et il est parfois difficile de dissocier une variable d'une autre, de déterminer leurs effets respectifs. Quelles sont les conditions qui fondent la qualité d'un groupe? Alors pour vous répondre, je vais citer et tenter de résumer ici les propos qu'Hubert Guillot, dans un article sur Internet Actu, a écrit concernant ce sujet. Je le cite donc. En 2010, une étude menée par Alex Pentland du MIT a démontré que certaines équipes réussissaient mieux que d'autres, même si elles n'étaient pas spécialistes des sujets qu'elles devaient traiter. La qualité d'une équipe ne repose donc pas tant sur l'intelligence de chacun de ses membres que sur sa capacité à faire équipe. Les chercheurs ont bien entendu tenté d'en comprendre les raisons. Le niveau de QI n'a rien expliqué. L'extraversion ou l'introversion des participants non plus. Pas plus que la motivation des participants fait réussir leur équipe. En fait, les équipes les plus intelligentes étaient distinguées par 3 caractéristiques. Tout d'abord, leurs membres ont contribué de façon plus équitable aux discussions de l'équipe, plutôt que de laisser une ou 2 personnes dominer le groupe. Deuxièmement, les membres ont obtenu de meilleurs résultats au test Reading the Mind in the Eyes de Baron Cohen, un test qui mesure la façon dont les gens peuvent décrypter les états émotionnels complexes à partir d'images de visage où seuls les yeux sont visibles. Et enfin, les équipes avec plus de femmes ont surclassé les équipes avec plus d'hommes. Ce n'est pas la diversité, un nombre égal d'hommes et de femmes qui comptait, mais le fait qu'il y ait plus de femmes, notamment parce qu'en moyenne, elles ont tendance à être plus capables de lire l'esprit des autres. Alors Hubert Guillot continue son propos en disant « Une nouvelle étude vient de reproduire ces conclusions, mais en les précisant, notamment en faisant travailler les équipes pour moitié en face à face et pour l'autre en ligne. Le but, voir si les groupes travaillant en ligne étaient capables d'intelligence collective, et si la capacité sociale, l'empathie, importerait autant quand les gens communiquaient par messagerie électronique. En fait, l'étude a confirmé les apprentissages de la première. Les ingrédients les plus importants, l'équité de parole, l'empathie, la surreprésentation féminine, sont demeurés les facteurs décisifs sur tous les autres, indépendamment du mode d'interaction employé. Les meilleures équipes étaient celles qui communiquaient beaucoup, d'une manière équitable, et qui possédaient de bonnes compétences en compréhension des émotions des autres. Ce dernier constat était plutôt une surprise, soulignent les chercheurs. La capacité à comprendre les émotions des autres était aussi importante pour ceux qui devaient lire entre les lignes que pour ceux qui devaient travailler en face à face. Ce qui rend les équipes intelligentes plus intelligentes est non seulement la capacité à lire les expressions faciales, qu'une capacité plus générale, connue comme la théorie de l'esprit, de savoir examiner et garder trace de ce que les autres pensent, connaissent, croient. Comme le souligne Derek Thompson pour The Atlantic, ces études battent en brèche bien des attributs qu'on accorde généralement au collectif, notamment le fait que la cohésion, la motivation ou la satisfaction n'ont pas un grand rôle dans l'intelligence et l'efficacité d'un groupe. Le rôle de l'intelligence sociale, de l'empathie, semble plus important. Tant mieux, conclut Hubert Guillot, et je suis bien d'accord avec lui. Quels sont les modèles liés à l'apprentissage collaboratif que vous voudriez mettre en avant? En 2002, Skellens et ses collègues de l'université de Gand proposent un modèle du processus du travail collaboratif médiatisé. Dans cette approche qui s'appuie sur les travaux de Perkins, il est mis en évidence un double support aux tâches d'apprentissage. D'une part, celle fournie par les individus, les professeurs, les pairs, les parents, qui constituent le groupe et qui contribuent au développement de l'expertise du groupe. Et d'autre part,
les outils numériques que comprend leur environnement d'apprentissage, en vue de structurer la tâche à réaliser et de traiter de la sorte plus aisément l'information partagée. L'environnement informatique aide au partage, au stockage, à la récupération des informations. En s'informant sur ce que les autres membres du groupe maîtrisent déjà ou ne maîtrisent pas, à partir des traces disponibles dans l'environnement, les apprenants disposent en quelque sorte d'une mémoire externe, complémentaire à leur propre mémoire. Ce système partagé complète et renforce celui de chaque partenaire. Par conséquent, cette externalisation permet potentiellement de diminuer le niveau de la charge cognitive individuelle. Alors, un autre modèle nous paraît intéressant à analyser et à proposer, c'est celui des Japonais Nonaka et Takeuchi, qui décrivent le processus de création des connaissances comme un processus comprenant des va-et-vient successifs entre connaissances tacites et connaissances explicites. La connaissance tacite est plutôt intuitive, et donc plus difficilement transférable, alors que la connaissance explicite est-elle plus concrète et se manifeste par des traces écrites, par des schémas, par des illustrations. Ce modèle a été très utilisé dans les usines de construction automobile comme Toyota par exemple. Je vois que le modèle se structure en différentes phases. Pouvez-vous les décrire? Donc le modèle il s'articule en fait en 4 temps complémentaires. Le premier, c'est celui qui facilite la socialisation indispensable au début de tout processus, c'est-à-dire ces échanges informels de subjectivité, d'émotions, d'opinions, de doutes. Lors de cette étape, la connaissance tacite évolue vers une autre connaissance tacite via le partage de ses expériences personnelles. Ensuite, il y a la deuxième étape, celle de l'externalisation, c'est-à-dire la transformation d'une connaissance tacite en une connaissance explicite, en concept, en modèle, en théorie, de manière à ce qu'elle devienne communicable et partageable. Les apprenants vont devoir justifier, expliquer ce qu'ils ont appris individuellement pour que puissent les autres membres du groupe en prendre connaissance. L'avant-dernière étape du cycle est celle qui combine les apports des individus par la comparaison, la réorganisation, la généralisation. La connaissance est discutée, travaillée, reliée, repensée, réutilisée sous une autre forme. Elle reste explicite, mais sous une forme qui a évolué. C'est donc une forme synthétique de l'ensemble des connaissances. Et enfin, la dernière étape, l'internalisation, c'est le retour à l'appropriation personnelle et individuelle de cette connaissance explicite, entre autres en facilitant une forme de réflexion personnelle.